De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 9 novembre 2018 et c'est De quoi je me mêle. Comme chaque vendredi, vous le savez, toute l'actualité high-tech. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end que vous pouvez écouter sur rmc.fr et voir sur 01nettv.com et sur YouTube, bien sûr. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va se poser la question concernant ces smartphones chinois qui arrivent en masse. Sont-ils vraiment innovants? Et puis surtout, n'est-on pas en train d'assister à une espèce de bulle du smartphone? Est-ce que tous ces constructeurs vont trouver leur place? Rien n'est moins sûr. On va évoquer tout ça avec l'un de nos spécialistes de la rédaction de 01net, c'est Nicolas Lelouch qui me rejoint dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, évidemment, je le disais, sur rmc.fr, sur 01net TV, sur YouTube. Puis n'hésitez pas à réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT avec cette semaine Eric Le Bourlou, comme chaque vendredi d'ailleurs, fidèle au poste, le rédacteur en chef de 01net.com. Bonjour Eric. Hello. Une actualité richissime cette semaine dans le monde des nouvelles techno. On va parler d'un sérieux concurrent de Netflix tout à l'heure qui arrive et c'est Disney tout simplement et ça risque de faire un carton. On va parler aussi d'intelligence artificielle en Chine, ça c'est un petit peu plus flippant. On va évoquer aussi TikTok. Peut-être ne connaissez-vous pas TikTok, eh bien Eric va vous présenter tout ça. Mais pour débuter, c'est Samsung. Samsung qui a proposé une keynote qui n'était pas très grand public, c'était réservé aux développeurs, mais malgré tout, il y a eu pas mal d'informations intéressantes, et notamment, on l'attendait depuis un moment, quelques informations supplémentaires concernant ce smartphone à écran pliable. Oui, c'est vrai qu'on connaissait son existence et on savait que Samsung allait le dévoiler, son smartphone à écran pliable, lors de cette conférence développeur qui a eu lieu à San Francisco, au Moscone Center. C'est l'endroit où... C'est le rendez-vous des keynotes maintenant. Voilà, effectivement, c'est toujours au même endroit. C'est intéressant parce que effectivement, c'est la première fois qu'une grande marque, on a déjà vu des marques chinoises montrer des téléphones, des smartphones à écran repliable, mais là c'est Samsung, donc c'est pas n'importe qui annonce donc que l'année prochaine ils vont commercialiser ce smartphone qui effectivement il y a donc deux écrans qui s'ouvrent et qui sont donc à l'intérieur du téléphone. À l'intérieur du téléphone. Donc qui se transforme en tablette. Qui se transforme en tablette. Donc c'est un écran qui fait, quand on l'ouvre, 7,3 pouces à peu près. Là on le voit à l'écran d'ailleurs, si vous êtes avec nous en vidéo. Et c'est marrant, on voit d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas vraiment présenté. Là on dirait une grosse brique. C'est en fait parce qu'ils ne voulaient pas vraiment révéler le design de l'engin. Et donc ça s'est passé dans la pénombre. Ils ne voulaient pas en montrer trop, on va dire. Ils voulaient juste montrer effectivement qu'ils étaient capables de le faire et que ça allait sortir l'année prochaine. Tout ça est très calculé, tout ça est bien maîtrisé en termes de com. Exactement. On voit pas grand-chose, mais on voit un tout petit peu, donc ça fait rêver. Voilà, ils voulaient, en fait, évidemment, ils veulent faire le buzz autour de cet engin. Ils veulent montrer qu'ils sont encore là et ils sont encore, en un sens, les patrons de l'innovation Coucou, attendez, on n'est pas mort. Voilà, on est là. Donc, ils ont effectivement juste simplement présenté rapidement l'interface et le fait qu'effectivement ce téléphone peut se plier, se déplier, qu'on voit pas du tout de rainure au milieu du grand écran, donc ça a l'air assez efficace. Mais on n'en a pas vu plus. On a vu quelques specs, effectivement, la taille des écrans. Donc 7,3 pouces, c'est 4,3 pouces si je ne m'abuse pour l'écran principal. Voilà, qui est un peu l'écran extérieur. L'écran extérieur, comme celui d'un smartphone classique. Voilà. Et que donc vous pourrez utiliser normalement, ou si vous voulez avoir plus d'espace, utiliser le grand écran. Ce qui est intéressant, c'est que Google est monté sur scène aussi. Un représentant de Google est entré sur scène pour expliquer qu'effectivement, ils avaient travaillé avec Samsung sur l'interface d'Android de ce téléphone et que Google était prêt avec Android à proposer à tous les constructeurs une API simple pour pouvoir proposer des écrans pliables. Oui, parce que ça bouleverse en fait le système, l'OS d'Android. Oui, ça, effectivement, il va falloir adapter non seulement Android, mais aussi que les développeurs adaptent leur application pour qu'elle puisse s'afficher aussi bien en mode plié que déplié. Donc
Google dit que ce sera pas très compliqué à adapter. En fait, il suffit d'utiliser une API qui existe déjà, notamment pour les tablettes. Donc c'est assez intéressant en tout cas de voir que Google s'y met. Donc là, on voit Samsung, mais clairement, Samsung n'est pas le seul à travailler sur cette technologie. On sait que Huawei c'est aussi est dessus. Donc on risque de voir, notamment l'année prochaine, peut-être au Mobile World Congress ou au CES même, de nouveaux modèles de smartphones pliables un peu comme celui-ci. Et Samsung, comme d'autres, espère que ça va être un peu de... une espèce de bouffée d'oxygène sur un marché qui est maintenant très saturé et un peu monotone, on va dire. Exactement. C'est vrai qu'on ne voit plus vraiment d'innovation majeure sur les smartphones. C'est vraiment des nouvelles itérations qui améliorent. Et là, c'est vrai que c'est une vraie innovation. C'est une vraie innovation qui est potentiellement assez intéressante, puisque effectivement, on sait que les gens veulent des écrans de plus en plus grands. Là, vous avez un écran de 7 pouces, donc qui commence vraiment limite à être une tablette. Une petite tablette, mais une tablette quand même. Après, quel intérêt? À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est plutôt pour les professionnels? Est-ce que c'est pour monsieur ou madame tout le monde? C'est toutes ces questions-là. Voilà. Et puis surtout le prix, parce qu'on imagine que ce truc-là, ça va pas être donné. Non, ça va pas être donné. D'ailleurs, ils l'ont dit que ce serait pas. Attendez les gars, on vous prévient quand même. Parce qu'évidemment, oui, ça va être des smartphones qui vont allègrement dépasser sans doute les 1000 euros. Donc là, on va passer à un autre stade. Et puis la question aussi, est-ce que ça sera produit en masse? Est-ce que c'est quelque chose qui sera maîtrisé dès le départ? Est-ce que il y aura quelques privilégiés qui pourront s'offrir ce type d'appareil? Alors visiblement, en fait, en tout cas, Samsung ne s'attend pas à un succès énorme de ce téléphone. Ça va être un truc d'early adopter pour au début. Donc sans doute que ce sera très cher et produit, on va dire, beaucoup moins d'exemplaires que les smartphones classiques de Samsung. Alors Samsung a présenté ce smartphone pliable, mais pas que ça. Aussi quelques innovations dans le logiciel Android, la surcouche. La surcouche, qui s'appelle. Alors, ils ont présenté en tout cas une nouvelle surcouche qui s'appelle One UI, c'est ça. qui est qui fait du bien aussi, parce que c'est vrai que la surcouche de Samsung, et on le dit assez souvent à 01net, ce n'est pas forcément quelque chose de très ergonomique et de très, même s'ils ont fait des efforts au fil du temps, ça s'est beaucoup amélioré. Ça reste quand même assez brouillon tout ça. Et donc surtout, aujourd'hui, on peut comparer avec tous les autres acteurs qui proposent parfois des interfaces qui sont plus agréables. Ouais. Et puis en plus, ils ont là maintenant Google en face qui lui propose avec Android Pie et le Pixel quelque chose qui est très dépouillé, sobre et qui marche bien. Donc là, c'est l'idée de ce Samsung One UI qui est en fait là pour rendre le smartphone beaucoup plus léger. Alors c'est très joli d'ailleurs, on n'a pas encore essayé, mais c'est une interface beaucoup plus dépouillée, qui est beaucoup plus facile à utiliser d'une main aussi, et qui vous permet d'accéder plus facilement à beaucoup plus d'informations. Donc voilà, c'est en tout cas un dépoussiérage de l'interface classique des Samsung, qui va d'ailleurs débarquer non seulement sur tous les nouveaux terminaux Samsung, mais aussi sur la génération actuelle, donc S9. Donc il y aura une mise à jour qui va être bientôt. Assez importante. Ouais, mais importante et qui va vous permettre en fait de redécouvrir un peu votre smartphone. Et on espère que ce sera bien optimisé, que ça va pas ramer. Ça, on l'a pas encore vu, mais en tout cas, on est assez content de voir que Samsung s'est dit ce serait bien qu'on mette à jour un peu notre surcouche et qu'on fasse un effort d'un point de vue ergonomique et aussi que ce soit plus joli. Donc voilà, c'est une bonne initiative. Alors, en ce moment, il y a deux gags un peu dans les nouvelles techno. Il y a l'arrivée probable un jour ou l'autre de la Freebox V7, qui est toujours repoussée. Et puis, il y a Bixby. Qui est annoncé depuis 2 ans à peu près en France. Qui est quand même un peu moins attendu que la Freebox V7. Mais quand je disais ces deux gags, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un petit peu le running gag. On se dit, tiens, ça va sortir bientôt, et puis ça sort jamais, en fait. Oui. Pour la Freebox V7, on devrait avoir quelque chose dans les semaines qui viennent. Alors maintenant, la nouvelle date, c'est le 21 novembre. Voilà, c'est le 21 novembre. 20 novembre, pardon, je crois d'ailleurs. Voilà, mais ça fait, 21 novembre. Je sais plus combien, on est à combien de dates plusieurs années, en fait, en tout cas. Donc ça te fait plusieurs années, donc ça commence à faire beaucoup de dates. Exactement, donc peut-être qu'on reparlera de la Freebox V7 un de ces jours, peut-être fin novembre, on verra bien. Et peut-être aussi qu'on va reparler de Bixby en français. Alors c'est aussi le deuxième running gag. Ça fait des années qu'on en parle. Effectivement, Bixby qui est l'assistant, le Siri, si vous voulez, de Samsung. Qui a été lancé et qui dispose même d'un bouton physique sur les nouveaux téléphones Samsung. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui met beaucoup en avant, mais qui n'est pas disponible en français. Ce qui fait tâche quand même. Ce qui fait tâche, ouais. Et là, donc, effectivement, Samsung a annoncé qu'il allait être bientôt disponible en français. Sans en dire plus, on n'en sait pas plus, on ne sait pas
Voilà, ce si que ça veut dire sera ce fin bientôt. d'année ou alors en 2019, on ne sait pas trop. Voilà. Et c'est vrai que après, c'est vrai que ce qu'on a pu voir de Hmm. Bixby, même en anglais, n'avait pas été spécialement convaincant. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour Samsung de montrer qu'ils ont fait aussi des progrès en matière d'assistant vocal et que du coup ils vont avoir quelque chose de plus efficace. Mais effectivement, pour l'instant, on ne sait pas encore quand il va sortir. Mais en tout cas, ça y est, c'est bientôt. C'est déjà pas mal. Ouais. Bixby qui n'est pas forcément un vrai succès, hein, même Non. comme tu le disais, hein, en version Non, c'est- anglaise, etc. C'est d'ailleurs étonnant de voir que voilà, Samsung perd du terrain, hein, par rapport à tous ses autres concurrents dans ce Ouais. domaine de l'intelligence artificielle. Exactement. Il faut dire que c'est pas quelque chose Non. très facile à C'est sûr. faire et en face il y a notamment Google qui maîtrise cette matière depuis sûr. quand même pas mal de Google, temps. Amazon, etc. Ouais. Enfin bon, il y en a un paquet. Mm. Vous êtes peut-être tout comme nous abonnés à Netflix et c'est vrai qu'on est quand même assez interloqué par on va dire, la puissance de Netflix, hein, qui est presque insolente finalement, hein. Et oui. Ils engrangent des dizaines de millions d'abonnés très régulièrement, hein. Je crois qu'ils sont à plus de 140 millions d'abonnés dans le monde. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. On se dit que rien ne peut arrêter Netflix. Eh bien, ça sera peut-être un peu plus compliqué l'année prochaine avec l'arrivée d'un acteur majeur Et oui. qui va venir concurrencer directement Netflix. Exactement. On savait qu'ils allaient lancer ce service, mais on ne savait pas encore quand. Ça y est, ça a été officialisé, ainsi que son nom. C'est donc Disney qui va lancer un service qui s'appelle Disney+. L'année prochaine, plutôt vers la fin de l'année a priori, en tout cas aux États-Unis. Alors pour l'instant, il lancerait d'abord aux États-Unis, mais ceci dit, si vous allez sur la page de Disney+, vous avez une page en français avec un pop-up qui vous dit tenez-moi informé. Donc évidemment que ce lancement, même s'il sera d'abord aux Bien sûr. États-Unis, Mais il va il pas va être tarder, très très évidemment. rapidement lancé ailleurs et notamment en France. Pourquoi oui, sans doute le plus sérieux concurrent pour Netflix, parce que Disney, tout le monde connaît Disney, hein, c'est le géant du contenu. Et puis Notamment. Disney, c'est pas que Disney, c'est ça aussi le truc. Ah oui, oui. C'est que derrière, il y a ABC, enfin, il il y a y a énormément de contenu. exactement, et ils ont des contenus que tout le monde adore, que tout le monde trouve qui cartonnent, hein. On peut penser effectivement à Pixar évidemment, mais aussi à Star Wars. Star Wars, désormais, c'est Disney. Donc, tout ce qui concerne Star Wars, tous les films Star Wars, et il y a aussi une série qui est en préparation, qui sera un préquel de Rogue One, qui sera disponible a priori au lancement de ce service. Donc, je pense quand même que ça va séduire quelques fans, que certains auront envie de s'abonner pour voir cette nouvelle série. Ça va être un peu la tête de gondole du service au départ, hein, parce que vous Exactement. vous rendez compte, une série qui raconte Star Wars, si elle est bien faite avec des moyens, ça va être monstrueux. Exactement. Et en plus, il y aura évidemment tout ce qui concerne Star Wars à côté, hein. On Évidemment. pourra évidemment y retrouver tous les films Star Wars, mais aussi tous les films Marvel, ainsi que des séries Marvel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, évidemment, vu que ce service va se lancer, tout ce qui concerne Marvel, Star Wars, etc., qui était disponible sur Netflix, Oui, petit à petit va disparaître de Netflix au bien sûr. profit de ce service-là. Oui, parce que Disney va verrouiller tout ça pour se garder l'exclusivité. Exactement, et et en plus Disney maintenant a acheté la Fox, donc ça va être aussi tous ces contenus-là vont pouvoir aller sur ce service. Donc clairement, là c'est un sérieux concurrent qui arrive pour Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vider un peu la substance de Netflix, parce que tous ces contenus Disney vont se retrouver en exclusivité chez Disney. Exactement. Et puis surtout, bon, comme tu le disais, ça va être un concurrent frontal, quoi. Donc Ouais. franchement, ça va être enfin, on n'est pas en train de dire que Netflix va battre de l'aile, mais disons que... En tout cas, ça leur fait vraiment. Alors, Voilà. ils avaient déjà de la concurrence, notamment avec Amazon, mais là, c'est un tout autre genre d'acteur. Après, il faudra voir comment ça se passe aussi au niveau des séries originales, parce que c'est ça aussi qui fait le succès de Netflix. Ils ont réussi à créer de nombreuses séries à succès qui leur appartiennent. Voilà. Donc, et ils dépensent une somme folle en création originale de contenu tous les ans. Donc, on va voir comment va faire Disney, mais c'est vrai que Disney a quand même des poches assez profondes et pourra donc lui aussi investir pour s'assurer la réussite de ce service. Alors on ne connaît pas encore son prix, on suppose qu'ils auront un prix qui sera à peu près équivalent à celui de Netflix, hein. On ne les voit pas aller sur quelque chose de très différent. Et donc effectivement ça sortira à la fin de l'année prochaine. Voilà, on va suivre ça de près, bien sûr. Mais tu évoquais les séries Marvel, mais ça veut dire que toutes les séries Netflix Marvel aujourd'hui qui sont produites par Netflix vont disparaître aussi. Alors c'est une question que je me suis posée et je n'ai pas la réponse, mais en tout cas ce qui est sûr, il y a deux Marvel en fait, ça c'est compliqué. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la plupart des séries Marvel de Netflix ne sont pas reconduites. Donc de droit. c'est sans doute lié au lancement de Disney+. Ouais.
Voilà, c'est pas anodin tout ça. Ouais. Hein. On va suivre ça de près. On change de registre maintenant pour parler de TikTok. Peut-être connaissez-vous cette appli qui cartonne en fait. Bon, alors qu'on sache chanter ou pas. Alors, ouais. C'est ça. Alors, c'est vrai que ça cartonne. C'est vrai que nous, on est sans doute un peu trop âgés désormais, François, pour utiliser cette application. Mais voilà. C'est Mais comme malgré tout, il faut en parler. il faut en parler parce que non seulement il faut en parler parce que c'est là, cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est devenu carrément l'application la plus populaire au monde. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé. Alors, TikTok aujourd'hui, c'est à peu près 600 millions d'utilisateurs. Si vous comparez ça à quelque chose comme Twitter, par exemple, c'est 2 fois plus, hein, quasiment. Donc c'est plus que Snapchat aussi. Donc c'est quand même assez énorme. Enfin, quand on dit 600 millions d'utilisateurs, c'est parce que aussi c'est à la base une application chinoise et énormément de gens sont en Chine qui utilisent cette application. C'est pas forcément, mais elle a commencé à cartonner, y compris chez nous. Et qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une application on va dire, de karaoké et de danse. Voilà. Alors ça plaît beaucoup aux très jeunes et aux ados. Ça permet en fait effectivement de prendre une musique et de pouvoir un petit extrait de musique populaire ou non. D'ailleurs, on peut même chanter sur du Slayer. Hein, pour ceux qui aiment Slayer, vous pourrez chanter dessus. Et puis vous avez le son qui passe et vous pouvez mimer l'extrait de chanson et puis vous mettre en scène avec des filtres un peu à la Snapchat qu'on connaît bien maintenant pour vous rendre plus beau et pour pouvoir vous amuser avec vos amis. Et c'est un vrai réseau social, c'est-à-dire qu'on peut follower des gens, être suivi, commenter, etc., etc. Mais ça devient aussi une espèce de comment dire, de vivier de créativité, non ? Il y a, oui, effectivement, alors un peu comme Vine à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens bien de Vine, mais ces vidéos de 7 secondes. D'ailleurs, un service, j'en profite pour faire une parenthèse, un nouveau service qui reprend les codes de Vine va être lancé dans quelques semaines. Et donc, effectivement, on a beaucoup de choses qui sont assez rigolotes. Les gens s'amusent sur des mèmes, en fait, à prendre un thème et puis à faire des vidéos sur un même ton. Par exemple, on voit des gens qui reprennent une célèbre chanson de Queen en l'adaptant à leur sauce. C'est assez intéressant. Mais en vrai, même si c'est ça qui est mis en avant dans l'application, oui, c'est pas ce qu'il y a de pas plus l'usage présent, massif. en fait, Voilà, c'est pas l'usage massif de l'appli qui est effectivement, et ça c'est vrai, et je pense peut-être aux parents qui ont des enfants qui utilisent cette application, il est quand même, et là on voit que ça commence à monter. Il y a normalement cette application est interdite au moins de 13 ans, comme tous les réseaux sociaux. Or, on voit énormément de jeunes enfants sur cette application et qui n'ont normalement pas le droit de l'utiliser d'ailleurs, puisque voilà, comme tous les services en ligne, il faut avoir 13 ans. On change sa date de naissance et puis c'est voilà, réglé, quoi. je ne sais même pas s'il y a un vrai check. Et c'est vrai que c'est aussi une appli qui peut mettre mal à l'aise parce que c'est une appli où des gens très jeunes, des enfants très jeunes se mettent en scène et qui visiblement, enfin, il y a une vidéo récente d'un YouTuber qui est assez célèbre qui a un petit peu critiqué cette appli parce que il faut faire attention quand même à ce que peut rencontrer vos enfants, sur cette application, parce que c'est un petit peu open bar, tout le monde, il n'y a pas vraiment de protection des utilisateurs. Oui, c'est-à-dire tout le monde peut contacter tout le monde, quoi. Voilà. Donc après, on peut imaginer des rives, exactement. des rives habituelles. Je conseille quand même aux parents qui voient leurs enfants accrochés à cette appli de surveiller un petit peu ce qui se passe sur TikTok. Ouais. Voilà, TikTok. Et on va terminer. Alors là, quelque chose qui est plutôt assez effrayant, qui nous vient de Chine. Alors, comme TikTok d'ailleurs. Voilà, comme TikTok. C'est en fait l'intelligence artificielle qui est partout, qui, vous le savez maintenant, grâce aux caméras publiques, arrive à détecter les visages des gens. Alors, on sait que ça marche pas toujours très bien, hein, la reconnaissance faciale, parce qu'évidemment, les gens marchent, effectivement. On voit pas forcément les visages. Voilà, on voit pas forcément les visages, et puis il y a pas mal d'erreurs. Mais en revanche, dans cette logique de vouloir non pas fliquer, mais en tout cas essayer comment dirais-je, de surveiller un petit peu les foules et les masses de gens en Chine, eh bien, l'intelligence artificielle, grâce aux caméras, arrive à détecter des choses étonnantes. Exactement, ouais. Alors, moi, je trouve que c'est du flicage quand même. C'est une technologie qui a été mise au point par une entreprise qui s'appelle Watrix et qui est déjà déployée à Shanghai et à Pékin.
En quoi consiste cette technologie ? C'est une technologie qui permet de reconnaître à 94% de chance, on va dire. Donc, c'est la hauteur de probabilité de reconnaître une personne est de 94%. Donc C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est énorme, mais c'est quand même pas aussi efficace que d'autres technologies, notamment de surveillance des visages. Mais quand même, à 94%, cette technologie est capable de vous reconnaître rien qu'à votre démarche, donc à la façon dont vous marchez. Donc on a tous une façon de marcher différente, et ça, on s'en rend pas forcément compte, c'est assez inconscient. Et donc on peut, grâce à cette technologie, analyser. La caméra va nous filmer en train de marcher, voilà. Et elle va savoir que c'est nous. Et elle va savoir que c'est nous. À 94%. Ouais. Exactement. Et sans évidemment voir notre visage, parce que c'est tout ça l'intérêt. Évidemment, quand vous êtes filmé de dos, quand vous êtes filmé de loin ou de profil, il est beaucoup plus dur de reconnaître votre sûr. visage. Alors donc que ça, la démarche génial est plus facilement identifiable. Exactement. C'est très difficile de berner ce système-là. Et ça marche jusqu'à une distance de 50 mètres quand même. Donc et sachant qu'il y a des caméras de vidéosurveillance partout en Chine, il y en a quasiment 200 millions, je crois. C'est vrai que c'est une nouvelle étape encore vers le flicage généralisé, global des citoyens chinois, sachant que c'est déjà effectivement en mise en place dans 2 grandes villes de Chine, enfin dans 2 des plus grandes villes de Chine. Alors quand on pose la question on va dire, aux responsables de tout ça, pourquoi veulent-ils fliquer les gens, on sait ou pas ? Vous savez que en Chine, maintenant, il est devenu logique d'être fliqué presque, puisqu'il existe effectivement ce profil de scoring que tous les citoyens doivent utiliser, qui vous donne une note en fonction de vos bonnes actions et de vos mauvaises actions. Vous pouvez être pénalisé, par exemple, si vous passez hors des clous. Vous pouvez être pénalisé, vous pouvez perdre un petit peu de points. Alors j'ai vu aussi que même si vous ne réservez pas au restaurant, si vous avez réservé au restaurant et que vous n'allez pas au restaurant au final, vous pouvez perdre des points sur ce score social qui devient en fait une note attribuée à tous les Chinois. Et évidemment, tout ça va dans le sens... Et le problème, c'est que si on a une note trop basse, on n'a plus de certains privilèges. Alors, on perd des privilèges on peut perdre des choses, par exemple un droit à un crédit, par exemple. On peut perdre. Donc il y a un épisode de Black Mirror qui est extrêmement similaire à ça. Et en fait, c'est déjà un score de réseau social en fait. Exactement. C'est la même chose en Chine. Donc évidemment, cette technologie, elle peut aider parce que évidemment, si vous êtes de dos, vous mettez une caméra à un passage piéton, si vous voyez vous traversez hors des clous, on peut vous dire j'ai reconnu cette personne, il a passé hors des clous, je vais faire baisser sa note. Donc de toute façon, ça y est, en Chine, la surveillance globalisée des gens est quelque chose d'acquis. Voilà, donc c'est quand même intéressant de parler de ça parce que avec les développements d'intelligence artificielle et les smart cities dont on parle beaucoup, très vite, ce genre de technologie, même si aujourd'hui on parle pas de ça en France du tout, mais c'est quelque chose qui peut arriver un peu partout dans le monde. Il est bon, je pense, de se rappeler que la vidéosurveillance maintenant est intelligente, que si vous êtes filmé, vous pouvez être reconnu assez facilement. Et alors, tout ça... C'est vrai que la vidéosurveillance a d'autres avantages. Elle permet de faire baisser le taux de délinquance, etc. Parce qu'effectivement, les gens ne font plus n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils sont filmés et qu'on peut les repérer. Donc, faut pas, voilà, c'est ni tout blanc ni tout noir, mais c'est en tout cas assez inquiétant. C'est inquiétant de voir qu'effectivement maintenant la vidéosurveillance associée à des technologies d'intelligence au-delà artificielle, de ce pourquoi elle avait été créée au départ. Peut aller très loin et là on le voit de façon assez flippante, je trouve, en Chine et pourquoi pas peut-être dans d'autres pays demain. Donc, parce que c'est des technologies, une fois qu'elles sont là, une fois qu'elles sont exportables, il y a d'autres entreprises dans d'autres pays qui créent ce genre de technologie. Donc voilà, il faut faire attention peut-être. Bon, merci de nous avoir bousillé notre week-end, Eric. Non, on n'en est pas là encore chez nous, heureusement. Mais bon, il faut surveiller tout ça. Merci beaucoup, Eric. Merci. Et toutes ces infos, vous pouvez les retrouver évidemment sur 0net.com. Bien évidemment. Ce De quoi je mêle se poursuit dans un instant. Et on va évoquer, je vous le disais il y a un instant, on va évoquer ensemble les smartphones. Les smartphones chinois sont-ils vraiment innovants ? Et puis n'assiste-t-on pas actuellement à une espèce de bulle du smartphone, de ces constructeurs qui peut-être demain vont disparaître ou pas ? On en parle avec Nicolas Lelouch, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.